Je me suis retrouvé un soir devant une carte bathymétrique de la Manche, convaincu que j'allais documenter une histoire simple. La montée des eaux après la dernière glaciation, un territoire progressivement englouti sur des millénaires, exactement comme on nous l'a enseigné. Les relevés de l'amirauté britannique des années 1840 à 1870 étaient là, devant moi. Des anomalies de profondeur à noter à la plume, classées comme erreur d'instrument. Des journaux de chalutiers des années 1880 décrivant des débris structurés, des pierres taillées, remontées dans les filets. Et puis, superposés à ces données, les scans sonars modernes. Des alignements rectilignes, des crêtes en angle droit, des élévations régulières sur le fond marin que l'érosion naturelle ne peut pas produire. Pas une, pas deux, des dizaines. J'attendais une leçon de géologie. Ce que j'ai trouvé, c'était un effacement. Ce n'était pas une noyade lente, c'était une remise à zéro. Et quelqu'un savait exactement quand elle allait se produire. Lorsque j'ai commencé à remonter les sources historiques, je m'attendais à trouver des légendes vagues, des récits poétiques de terres englouties que les folkloristes classent poliment dans la catégorie du mythe. J'attendais Is comme on attend une fable. Mais ce que j'ai trouvé, c'était quelque chose d'entièrement différent. Les cartes galloises du XIIe siècle, les portulans bretons du XIIIe, les cartes marines nordiques conservées dans les archives d'Oslo. Toutes représentent une masse terrestre entre ce que nous appelons aujourd'hui la Bretagne et les côtes du Devon. Les contours varient légèrement d'une tradition à l'autre, mais la forme générale est cohérente. Une péninsule élargie, des entrées de ports identifiables, des voies côtières dessinées avec une précision qui présuppose leur existence réelle. Pas de mythe, une géographie. Ce qui m'a frappé dès le départ, ce n'est pas la présence de ces représentations, c'est leur convergence. Des cartographes gallois, bretons, normands et nordiques, sans contact documenté entre leurs ateliers, sans méthodologie partagée, sans base de données commune, ont produit des représentations quasi identiques de cette même masse terrestre. Pensez-y. Comment des traditions cartographiques totalement indépendantes, séparées par des siècles et des frontières culturelles imperméables, parviennent-elles à dessiner la même côte avec la même orientation, les mêmes proportions générales, les mêmes marqueurs d'infrastructures portuaires? La réponse officielle est qu'elles se copiaient mutuellement. Mais cette réponse s'effondre dès qu'on examine les datations. Les versions nordiques précèdent les versions bretonnes. Les versions galloises utilisent des conventions symboliques absentes des portulans méditerranéens. Il n'y a pas de source commune identifiable. Il y a, en revanche, une réalité commune qu'elle documentée. J'ai cherché dans les collections de portulans antérieures à 1500 les références à des établissements côtiers habités sur cette masse terrestre. Les index existent. Les entrées de catalogue mentionnent ces documents. Mais les documents eux-mêmes, absents des collections post-1600 sans aucune trace de retrait catalogué. Pas de fiche de destruction, pas de note de transfert, pas d'explication. Simplement, à un moment donné, entre 1550 et 1620, ces portulans ont disparu des archives publiques accessibles de l'amirauté et des bibliothèques ecclésiastiques des deux côtés de la Manche. Les symboles utilisés sur ces cartes pour marquer les points d'infrastructure, les nœuds portuaires, les croisements de routes, sont identiques aux conventions cartographiques utilisées dans des régions que les géographes du XVIe siècle classaient dans un cadre territorial qu'ils appelaient, faute d'un meilleur terme, la Grande Tartarie. Même style graphique, même marqueur, même logique de représentation d'un réseau. Chaque carte s'accordait sur la forme. Aucune ne s'accordait sur la date de disparition. Et les archives qui auraient pu nous le dire s'étaient arrêtées exactement au même moment. J'attendais des outils de silex. Quand on vous dit que Doggerland a été englouti il y a 6500 à 8000 ans, vous imaginez le Mésolithique, des grattoirs, des harpons en os, des débris organiques cohérents avec des chasseurs-cueilleurs nordiques. C'est ce que la chronologie officielle implique. C'est ce que les manuels décrivent. Mais ce n'est pas ce que les chalutiers ont remonté. Les photographies conservées dans les collections du British Museum et dans les archives du Rijksmuseum de Leyde montrent des pièces dredgées entre 1880 et 1930 dans la mer du Nord et dans la Manche orientale. Parmi elles, des blocs de pierre présentant des faces planes parfaitement dressées, des angles uniformes à 90 degrés
et des perforations cylindriques d'un diamètre régulier. Ces perforations ne ressemblent pas à des impacts de forage primitifs. Elles ressemblent à un travail de tour. Des surfaces trop lisses, des arêtes trop nettes, des angles trop réguliers pour un éclat de silex ou une fracture naturelle. Les journaux de chalutiers des années 1890 à 1920, ceux que j'ai réussi à localiser dans des archives privées de familles de pêcheurs normands et des Cornouailles britanniques, décrivent régulièrement des remontées d'objets inhabituels. Pas des curiosités, des structures, des assemblages de blocs jointifs, des fragments de ce qui semblait être des canalisations en pierre. Un capitaine de chalutier de Fécamp, dans un journal de bord daté de 1903, note avoir remonté un bloc présentant une rainure en demi-cercle parfaitement régulière, courant sur toute sa longueur, comme si la pierre avait été conçue pour recevoir un tuyau ou un conduit. Ces journaux de bord n'auraient jamais dû me parvenir, parce que les relevés officiels de dragage de l'amirauté pour la période 1890 à 1910, eux, ont disparu. Ils sont cités dans des sources secondaires publiées jusqu'aux années 1950. Des chercheurs y font référence. Des bibliographies les listent avec des codes précises. Mais les documents physiques sont absents des archives publiques. Non classifiés comme secrets, pas transférés vers d'autres collections identifiées. Simplement absents. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Sauf qu'ils ont existé, parce que d'autres personnes les ont lus et cités. Le profil géométrique de ces pièces dredgées, en particulier les blocs octogonaux et les fragments présentant des rainures intégrées, correspond à une signature architecturale que je retrouverai plus tard dans des contextes très différents. Des profils identiques apparaissent dans des structures que les archéologues de la fin du XIXe siècle ont documentées en Asie centrale et en Europe de l'Est, dans des régions dont les cartes d'époque utilisaient encore le nom de Tartarie. Même proportion, même rainure, même logique de conception qui suggère une fonction hydraulique, pas une fonction décorative. Les artefacts existent, certains sont encore en vitrine. Les relevés documentant leur provenance exacte ont été retirés. Ce n'est pas une coïncidence. J'attendais des formations glaciaires. Lorsque les géologues décrivent le fond marin du bassin de Doggerland, ils parlent de drumlins, de moraines, de dépôts fluviaux. Des formes naturelles créées par le mouvement des glaces et le retrait progressif des eaux. Irrégulières, organiques, asymétriques. C'est ce que produit la géologie. Ce n'est pas ce que les données montrent. Les levées sonars déclassifiées de l'OTAN, rendues partiellement accessibles au début des années 2000, croisées avec les relevés bathymétriques des explorations pétrolières et gazières des années 1970 dans la mer du Nord, révèlent quelque chose que les rapports officiels qualifient prudemment d'anomalie topographique. Des crêtes rectilignes, des plateaux à bornettes, des alignements de formation qui maintiennent un cap constant sur plus de 40 km. 40 km en ligne droite, avec une déviation maximale de quelques centaines de mètres sur toute la longueur. Prenez un moment pour mesurer ce que cela représente. La nature produit des lignes droites dans des conditions très spécifiques et à des échelles très réduites. Des cristaux, des clivages géologiques, pas des crêtes de fond marin de 40 km maintenant, une orientation constante à travers des couches sédimentaires de composition variée, des changements de pression, des courants différentiels. Statistiquement, c'est impossible pour un processus de dépôt naturel. Le projet Doggerland de l'université d'Exeter, entre 2007 et 2012, a produit une série de publications sur la cartographie du territoire submergé. J'ai comparé les actes de conférence de 2007 avec les publications finales de 2012. Des données de référence de gris spécifiques, des coordonnées précises pour les formations les plus régulières, présentes dans les présentations préliminaires, ont disparu des publications finales. Non pas révisées, non pas contestées méthodologiquement, simplement absentes. Les chercheurs qui avaient présenté ces données en 2007 n'ont pas publié de suite sur ces formations spécifiques. L'orientation de ces crêtes rectilignes n'est pas aléatoire. Elle suit des azimuts que j'ai retrouvés dans une documentation comparative. Les mêmes angles de cap, les mêmes intervalles de rotation apparaissent dans des sites du Kazakhstan oriental et de la plaine ukrainienne que des archéologues du XIXe siècle ont associés à une organisation territoriale d'une civilisation antérieure. Les mêmes alignements cardinaux. Pas approximativement, exactement. Les forces naturelles ne construisent pas en ligne droite sur 40 km. Quelque chose d'autre l'a fait.
Et cette réalité pose une question que la science officielle, depuis que les données sonars existent, n'a jamais posée publiquement. Si ce n'est pas la géologie, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi personne dans les institutions qui disposent de ces données ne pousse cette question jusqu'à sa conclusion logique? J'attendais une cohérence chronologique. Si Doggerland a été englouti il y a 6500 à 8000 ans, toutes les datations des matériaux organiques et des artefacts issus de ce territoire devraient converger vers cette fenêtre temporelle. C'est la prédiction logique d'une submersion progressive liée à la déglaciation post-vourmienne. C'est ce que la chronologie officielle garantit. Ce n'est pas ce que les datations montrent. Les rapports de datation au carbone 14 publiés entre 1990 et 2010 sur des échantillons organiques dredgés du fond de la Manche et de la mer du Nord présentent des anomalies que les articles eux-mêmes reconnaissent sans les expliquer. Des couches polliniques d'espèces végétales caractéristiques de l'ère médiévale, pollen de céréales cultivées, de plantes rudérales associées aux établissements humains denses, traitent retrouvées dans des positions stratigraphiques inférieures à des formations datées officiellement de 8000 ans. Du charbon de bois structural, c'est-à-dire issu de bois travaillé et non de combustion naturelle, en dessous de sédiments dont la datation officielle précède de plusieurs millénaires toute technique de construction documentée. 3 études indépendantes, publiées en 1998, 2003 et 2009, ont confronté ces contradictions stratigraphiques directement. Je les ai cherchées. Leurs références bibliographiques sont citées dans des articles postérieurs. Leurs codes d'archives sont mentionnés. Mais les textes physiques sont introuvables. Pas dans les bases de données numériques des revues concernées. Pas dans les collections imprimées des bibliothèques universitaires qui les ont reçues. Cités, mais absents. Existant dans les références d'autres personnes. Inexistants comme document consultable. Si la submersion s'est produite non pas il y a 8000 ans, mais dans les derniers 1000 ans, si le pollen médiéval et le charbon structural se trouvent aux niveaux inférieurs parce qu'ils correspondent à la période réelle d'occupation, alors tout le cadre chronologique officiel s'effondre et quelque chose d'autre prend sa place. Une fenêtre temporelle différente. Une fenêtre qui coïncide avec une période de bouleversements civilisationnels globaux que certains historiens, en travaillant à rebours depuis les lacunes documentaires simultanées sur plusieurs continents, ont commencé à appeler la fenêtre d'effondrement Tartare. La période pendant laquelle un système intégré de civilisation à l'échelle mondiale a cessé de fonctionner rapidement, globalement, et a été immédiatement remplacé par un récit alternatif sur ce qu'il avait été. La question n'est plus de savoir quand l'eau est montée. La question est de savoir ce qui a causé cette montée, aussi soudainement, aussi violemment. Et ça, c'est exactement là où le chapitre suivant commence. J'attendais des métaphores. Quand on ouvre les textes du cycle arthurien, les légendes de la ville d'Ys, les sagas nordiques qui mentionnent des terres englouties, on s'attend à des images poétiques. L'eau comme punition divine, la mer comme vengeance morale, un territoire perdu comme allégorie de la hubris humaine. C'est ainsi que les folkloristes les ont toujours lus. C'est ainsi qu'on nous a appris à les lire. Mais quelque chose dans ces textes ne ressemble pas à de la métaphore. Les enluminures du XIIe et XIIIe siècle illustrant les récits d'inondations, conservés dans des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France et à la British Library, montrent des détails architecturaux trop spécifiques pour être inventés. Des tours avec des ouvertures de type écluse à leur base, des chaussées surélevées encore visibles sous la surface de l'eau, des structures portuaires avec des systèmes de portes articulées représentés au moment de leur défaillance. Ces enluminures ne ressemblent pas à des représentations symboliques d'une catastrophe abstraite. Elles ressemblent à des témoignages visuels d'un événement observé. Le vocabulaire des textes bretons est encore plus révélateur. Le breton archaïque utilisé dans les versions les plus anciennes de la légende d'Ys contient des termes techniques qui n'ont pas d'équivalent dans la vie quotidienne d'une communauté de pêcheurs médiévale. Des mots pour des vannes de régulation hydraulique, des termes désignant des canaux de mise en pression, une expression spécifique pour décrire la défaillance d'un réservoir de rétention. Ce vocabulaire ne s'invente pas. On le transmet parce qu'on a vu les machines auxquelles il se réfère fonctionner, on le préserve parce qu'on en a hérité la mémoire directe. Les registres ecclésiastiques bretons antérieurs au Concile de Trente mentionnent plusieurs fois la grande submersion dans des termes factuels, non liturgiques.
Ces mentions ont été cataloguées lors de la révision tridentine des archives diocésaines dans les années 1560. Les entrées de catalogue existent encore. Les documents qu'elles référencent sont absents de toutes les collections post-1600 identifiées. Ce que ces textes décrivent unanimement, dans des traditions séparées par des langues, des géographies et des siècles, ce n'est pas une montée graduelle des eaux, c'est une rupture soudaine. Un système qui a cessé de fonctionner en un moment précis. Pas une inondation naturelle, une défaillance d'infrastructure. Quelque chose de construit pour gérer l'eau qui a, pour une raison ou une autre, arrêté de la gérer. Et l'eau a repris ce qui lui avait été refusé. Il ne décrivait pas une inondation lente, il décrivait l'effondrement d'une infrastructure hydraulique. Un système qui avait cessé de fonctionner d'un seul coup. J'attendais que les côtes se taisent. Si le territoire englouti était submergé depuis des millénaires, les côtes actuelles de la Bretagne et de l'Angleterre méridionale ne devraient présenter aucun vestige structural cohérent avec une occupation terrestre du fond marin actuel. L'érosion côtière, les cycles de marée, la pression de l'eau sur des millénaires auraient effacé toute structure antérieure. C'est la prédiction logique. Les côtes ne se sont pas tues. À marée basse extrême, lors des grandes marées d'équinoxe, des alignements de pierres émergent sur le plateau côtier du Sussex, à quelques kilomètres au large de Bognor Regis. Des photographies prises lors de relevés bathymétriques entre 1995 et 2008 montrent des murs de fondation en maçonnerie polygonale sèche, dont les blocs jointifs sans mortier présentent des faces dressées et des angles réguliers. Ces murs ne s'arrêtent pas à la laisse de basse mer, ils continuent sous l'eau, sur plusieurs centaines de mètres dans certains cas. La même configuration existe au large des îles Scilly, où les formations dites de Lyonesse, documentées depuis le XVIIe siècle par des pêcheurs locaux, montrent des structures linéaires continues passant de la terre ferme au fond marin sans discontinuité de technique constructive. Et sur la côte bretonne, entre Douarnenez et la pointe du Raz, les formations submergées associées dans la tradition locale à l'emplacement 10 présentent des blocs de granit taillés avec une régularité que les géologues de la mission hydrogéographique de Brest ont notée dans leurs relevés de terrain, sans jamais qualifier dans leurs publications. La logique de construction est implacable. Un mur de fondation qui passe de la terre ferme au fond marin en continuité structurelle, active les mêmes techniques et les mêmes matériaux des deux côtés de la ligne de water actuelle, a nécessairement été construit dans un environnement où ce fond marin était à sec. Il n'existe pas de méthode de construction permettant de construire de tels murs depuis un bateau sur un fond à moins 10 mètres. Ces murs ont été construits sur terre ferme. La terre ferme a ensuite disparu. En 2001, English Heritage a commandé un relevé du banc des Goodwin Sands, ce plateau sableux au large de Douvres, où la tradition locale situe depuis des siècles une terre engloutie appelée l'Oméa. Ce relevé est référencé dans des mémos internes entre le bureau régional d'English Heritage et le département de l'environnement. Il n'a jamais été rendu public. La demande d'accès que j'ai déposée en vertu de la loi sur la liberté d'information a reçu une réponse standard. Document non localisé. Les murs ne s'arrêtent pas à la ligne de water, ils continuent dessous, comme si les bâtisseurs savaient que l'eau venait, ou comme si l'eau était arrivée après qu'ils soient partis. J'attendais de la dispersion. Si les sites submergés documentés dans la Manche et la mer du Nord représentent des établissements mésolithiques isolés, leur position relative devrait être aléatoire, dictée par la topographie locale, la disponibilité des ressources, la proximité de l'eau douce. Des villages, des campements, des sites épars sans logique d'ensemble. Ce n'est pas ce que la cartographie révèle. En superposant les cartes d'obstruction des chabutiers normands et bretons, qui depuis des générations signalent les zones de fond où les filets accrochent sur des structures, les anomalies sonars identifiées dans les relevés pétroliers des années 1970 et les distributions de noms de lieux d'origine incertaine dans les traditions orales côtières, j'ai commencé à voir quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Un espacement régulier, une logique de réseau. Les sites ne sont pas dispersés aléatoirement, ils sont espacés selon un intervalle qui se répète. La distance entre les nœuds principaux,
les zones de concentration maximale d'anomalies sonores et d'obstruction de fond oscillent autour d'un rapport constant sur 300 km de Doggerland de part et d'autre. Le même ratio mathématique, avec des variations inférieures à 7%, se reproduit de la Bretagne septentrionale au Norfolk. C'est impossible pour un peuplement spontané. Un peuplement spontané produit des agrégats organiques, pas un espacement harmonique sur 300 km. La Marine nationale française a conduit en 1923 un relevé hydrographique détaillé de la Manche occidentale. Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France liste ce document avec une cote précise. La cote correspond à une liasse vide. Le document physique est absent. Pas transféré, pas détruit selon les registres connus. Absent. Ce que cette cartographie révèle, ce n'est pas la logique d'un peuplement humain primitif cherchant des ressources locales. C'est la logique d'une organisation territoriale fonctionnelle, du type que les historiens de l'architecture du XIXe siècle ont identifié dans les vestiges de ce qu'ils appelaient la civilisation tartare. Une infrastructure rayonnante de type moyeu et rayon, avec des nœuds hydrauliques principaux reliés par des artères secondaires, espacés selon des proportions géométriques dérivées de systèmes harmoniques. Pas des villages, des nœuds d'un réseau. Un réseau hydraulique intégré qui couvrait plusieurs centaines de kilomètres de territoire aujourd'hui sous 20 à 50 mètres d'eau. Ce n'était pas une collection de villages, c'était un système. Et les systèmes ne se construisent pas tout seuls. Quelqu'un les a planifiés, les a construits, les a maintenus en fonctionnement. Et quelqu'un, beaucoup plus tard, a décidé qu'il valait mieux que personne ne sache qu'ils avaient existé. J'attendais l'indifférence institutionnelle. Quand on trouve des anomalies dans des données archéologiques officielles, on s'attend à une réaction bureaucratique standard. Le dossier dort dans un tiroir, personne n'a le budget pour approfondir, les chercheurs passent à autre chose. L'indifférence, c'est la réponse habituelle. Pas le silence actif, pas la disparition, mais ce que j'ai documenté n'était pas de l'indifférence. Entre 2004 et 2006, 4 chercheurs travaillant indépendamment dans 3 pays différents ont publié des résultats contenant des contradictions majeures avec la chronologie officielle de la submersion de Doggerland. Un géologue de l'université de Bordeaux, 2 archéologues sous-marins, l'un rattaché à l'université de Leiden, l'autre au Council for British Archaeology, et un géophysicien de l'université de Bergen. Leurs publications n'étaient pas coordonnées, leurs méthodes étaient différentes, leurs conclusions convergeaient. Dans les 24 mois suivant chaque publication, les 4 chercheurs ont soit rétracté formellement leurs conclusions, soit cessé de publier sur ce sujet, soit quitté leur institution. Les notices de rétraction ne citent pas d'erreurs méthodologiques spécifiques. Elles utilisent des formulations vagues sur la nécessité de réévaluer le contexte interprétatif. Le chercheur de Bergen a changé de domaine de recherche. Celui de Bordeaux a pris une retraite anticipée à 52 ans. Aucun des 4 n'a répondu aux demandes de contact que j'ai adressées à leurs dernières affiliations connues. En 2005, le groupe de travail Submerged Prehistoric Archaeology de la Fondation européenne de la science a produit un rapport de synthèse distribué aux institutions membres. Des chercheurs de 7 universités en font mention dans leur correspondance de l'époque. Ce rapport n'existe sous aucune forme numérisée accessible. Aucune des institutions qui l'ont reçu ne peut en produire un exemplaire physique. Il a été distribué, il a été bu, il a disparu. La probabilité que 4 chercheurs indépendants dans 3 pays sans coordination connue aboutissent simultanément à la même décision de se rétracter ou de se taire dans la même fenêtre de 18 mois est statistiquement négligeable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et les schémas de ce type, je les ai trouvés documentés dans d'autres contextes, pour d'autres types de découvertes, dans d'autres pays, à d'autres époques. Avant d'aller plus loin, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie quand j'ai commencé à comprendre ce que je documentais, faites-moi une faveur maintenant. Appuyez sur le bouton like. Pas pour l'algorithme, parce que ça me dit que vous êtes l'un des rares qui veulent vraiment comprendre. L'un des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. J'attendais une orientation fonctionnelle. Quand on cartographie des structures anciennes, on s'attend à des logiques simples. Orientation au soleil levant pour les temples, à l'eau douce pour les habitats, au nord magnétique pour les systèmes de navigation.
des références stables, pratiques, documentées. Ce que j'ai trouvé en analysant l'orientation de l'ensemble des sites côtiers et submergés confirmés, c'était quelque chose de différent. Ces structures ne sont pas orientées au nord magnétique. Elles ne sont pas orientées à l'est solaire. Elles sont orientées à des nœuds de pression tidale et à des maxima lunaires. Des points qui varient dans le temps, qui nécessitent une modélisation mathématique continue pour être prédits. Des points que des instruments de mesure précis et une connaissance approfondie des cycles hydrodynamiques permettent seuls d'identifier. Des spécialistes en géomagnétisme ont produit des superpositions entre les orientations des sites et les cartes de gradient du champ électromagnétique terrestre dans la région de la Manche. La corrélation est frappante. Les axes structuraux des formations submergées s'alignent systématiquement sur les lignes de flux magnétiques locales, pas sur les directions cardinales conventionnelles. Une note de recherche du département de géophysique de Cambridge, datée de 1987, documente ce qu'elle appelle un regroupement anormal d'orientation magnétique dans des échantillons de fond de la mer du Nord. Cette note a été citée une fois dans un article de 1991. Elle n'a jamais été republiée. La bibliothèque universitaire de Cambridge ne peut pas en produire d'exemplaires. L'orientation systématique vers des nœuds de pression tidale demande quelque chose que la préhistoire officielle ne peut pas fournir. Une capacité de modélisation hydrodynamique avancée, des instruments d'alignement de haute précision et une compréhension des cycles électromagnétiques terrestres. Aucune de ces capacités n'est attribuée, dans le cadre chronologique officiel, aux populations qui auraient occupé Doggerland. C'est le cœur de la logique tartare telle que je la comprends maintenant. Ces structures n'étaient pas décoratives. Elles n'étaient pas défensives. Elles n'étaient pas des temples au sens où nous entendons ce mot. Elles étaient des machines alignées sur les flux naturels de l'énergie hydraulique et électromagnétique pour en exploiter la puissance sans carburant, sans combustion, sans mécanisme que l'on doit entretenir. Une civilisation cultivisait l'eau, la géométrie, la résonance et la pression comme un système intégré unique. Des structures qui ne produisaient pas d'énergie, mais qui en étaient la canalisation. Ils ne construisaient pas des temples, ils construisaient des machines. Et la mer ne les a pas détruites, elle les a conservées, parfaitement, intactes, sous 20 mètres d'eau, attendant que quelqu'un accepte enfin de poser la bonne question. J'attendais une révision progressive, les cartes évoluent, les représentations géographiques se précisent avec les explorations successives. Un territoire qui disparaît des cartes devrait disparaître graduellement, au rythme des nouvelles explorations qui en confirment l'absence. C'est la logique cartographique normale, ce n'est pas ce qui s'est passé. En comparant des séries de cartes européennes produites avant 1480 et après 1520, en utilisant des exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale de France, à la Bodleian Library d'Oxford et aux archives cartographiques de l'Université de Lisbonne, j'ai documenté quelque chose d'extraordinaire. La masse terrestre entre la France et l'Angleterre est présente sur toutes les cartes antérieures à 1480. Elle est absente de toutes les cartes postérieures à 1520. Et cette disparition s'est produite simultanément dans des ateliers cartographiques flamands, portugais et italiens qui, rappelons-le, étaient en compétition commerciale directe et ne partageaient pas leurs méthodes. Il n'existe aucun traité diplomatique documenté entre les puissances anglaises, françaises, flamandes et portugaises ordonnant une révision cartographique coordonnée. Aucun procès-verbal de commission géographique internationale, aucune correspondance entre les ateliers cartographiques des différents pays qui expliquerait cette convergence. Pourtant, entre 1480 et 1520, tous ces ateliers indépendants ont produit les mêmes cartes révisées, effaçant le même territoire. La commission de révision des travaux de Ptolémée, mandatée sous supervision pontificale entre 1505 et 1508, est référencée dans plusieurs lettres de correspondance papale conservées aux archives vaticanes. Les procès-verbaux de cette commission, qui aurait coordonné la révision des représentations géographiques de l'Europe septentrionale, sont physiquement absents du fonds d'archives correspondant. La fenêtre 1480 à 1520 n'est pas anodine.
C'est exactement la même période pendant laquelle les cartographes de l'Empire ottoman ont révisé leur représentation de l'Europe centrale et orientale en supprimant des entités territoriales et des noms de lieux qui figuraient sur des cartes antérieures de tradition tartare. C'est la même fenêtre pendant laquelle des collections manuscrites entières ont disparu de bibliothèques monastiques de Pologne et de Bohême. C'est la même fenêtre, partout en Europe et en Asie, pour le même type de révision documentaire. Quelqu'un a décidé, en l'espace de 40 ans, que cette terre n'existait plus. Et tous les cartographes d'Europe ont été d'accord. En même temps, sans discussion documentée, sans explication fournie à la postérité. Ce n'était pas une mise à jour géographique, c'était une instruction. J'attendais le silence des mots. Si une civilisation a disparu, si son territoire est sous l'eau depuis des millénaires, ces mots techniques spécialisés auraient dû disparaître avec elle. Les langues n'entretiennent pas un vocabulaire sans référent. On ne conserve pas les mots pour des machines qu'on n'a jamais vues. Les langues côtières gardaient encore les mots. En travaillant sur des dictionnaires de dialectes bretons et corniques du XVIIIe et XIXe siècle, et sur des collections de vocabulaire normand archaïque issus d'enquêtes de terrain menées par des philologues entre 1820 et 1880, j'ai trouvé des familles de termes techniques sans équivalent dans la réalité matérielle des communautés de pêcheurs qui les utilisaient encore à l'oral. Des termes pour des mécanismes de régulation de la pression hydraulique. Une expression cornique spécifique désignant une chambre de résonance dans un conduit d'eau. Des mots bretons pour décrire la défaillance d'un régulateur de marée. Des termes normands archaïques pour des systèmes de distribution d'eau sous pression. Ces mots n'ont pas de référent visible dans le paysage de ces communautés. Les pêcheurs bretons du XIXe siècle, qui utilisaient encore certains de ces termes, ne pouvaient pas désigner de structure existante à laquelle ils se rapportaient. Elles transmettaient un vocabulaire hérité, dont ils avaient perdu le contexte technique mais conservé la forme. Comme si on vous transmettait le mot exact pour nommer les pièces d'un moteur à vapeur avant que les moteurs à vapeur existent, parce que quelqu'un avant vous avait travaillé sur ces machines. L'abbé Mahé, dans son enquête sur les antiquités bretonnes publiée en 1825, liste dans son propre index un appendice consacré à la terminologie hydraulique archaïque du bas breton. Cet appendice est absent de tous les exemplaires de l'ouvrage que j'ai pu localiser, dans 8 collections bibliothécaires différentes en France. L'index mentionne sa pagination. Les pages correspondantes manquent, et ce, dans des exemplaires qui ne montrent par ailleurs aucune trace de mutilation. Les mêmes racines lexicales, les mêmes constructions morphologiques pour désigner des concepts d'ingénierie hydraulique avancée apparaissent dans des inscriptions d'Asie centrale documentées par des archéologues russes du XIXe siècle travaillant dans des régions de peuplement tartare. Pas des approximations, des correspondances exactes de racines à travers des milliers de kilomètres et des cultures sans contact documentées. Les mots ont survécu parce que les gens qui les parlaient avaient vu les machines fonctionner. Ils décrivaient ce qu'ils avaient hérité. Et puis l'héritage leur a été pris. Les pages ont disparu. Les machines sont sous l'eau. Mais les mots, eux, ont résisté. Parce que les mots, on les porte dans la gorge, et personne ne peut les y aller chercher. J'attendais des explications séparées. Chaque anomalie documentée, prise isolément, peut recevoir une explication fragmentaire. Une carte disparue, c'est un incendie d'archives. Un relevé bathymétrique classifié, c'est une priorité de défense maritime. Un chercheur rétracté, c'est une carrière brisée par une erreur méthodologique. Pris séparément, tout cela ressemble à de la négligence, à des accidents, à de la bureaucratie. Ensemble, ce n'est plus possible. En traçant une chronologie synthétique de tous les événements de suppression documentés dans ce dossier, en les superposant aux transitions de contrôle politique et ecclésiastique en Angleterre et en France, entre 1480 et 1820, un schéma cohérent apparaît. La révision cartographique simultanée des années 1480 à 1520 coïncide avec la consolidation des monarchies Tudor et Valois et la mise en place d'un contrôle royal sur les archives maritimes dans les deux pays. La disparition des registres ecclésiastiques bretons mentionnant la Grande Submersion coïncide avec les travaux de catalogage tridentins des années 1560. La fondation de l'Académie française en 1635 est immédiatement suivie d'une révision des dictionnaires régionaux qui marginalisent le vocabulaire technique archaïque breton.
La Société des antiquaires de Normandie, fondée en 1818, dont la charte originale est référencée dans des correspondances de fondateurs, mais dont tous les exemplaires accessibles correspondent à une version révisée sans date de révision indiquée. Ce schéma n'est pas le résultat d'une négligence accumulée. Il est trop cohérent, trop répété, trop précisément corrélé au moment de consolidation du pouvoir institutionnel pour être accidentel. Et ce qui rend ce constat vraiment inconfortable, c'est que l'Angleterre et la France étaient en guerre ouverte pendant une grande partie de cette fenêtre de suppression. Deux nations hostiles, avec des administrations séparées, des archives distinctes, des intérêts politiques opposés, ont produit le même travail de révision documentaire, sur les mêmes sujets, dans les mêmes fenêtres temporelles. La coordination qui cela implique dépasse la logique nationale. Elle implique quelque chose d'autre. Une autorité qui transcendait les rivalités nationales. Une décision prise à un niveau au-dessus des couronnes. La suppression de Doggerland n'était pas une révision locale. C'était un nœud dans une réécriture coordonnée à l'échelle du continent. La même campagne, avec les mêmes méthodes, dans les mêmes fenêtres temporelles, que les historiens travaillant sur d'autres régions ont identifié pour d'autres vestiges de la même civilisation perdue. Un effacement global, systématique, toujours en cours. Et ça, c'est précisément ce qui nous amène à ce qu'ils ont scellé, à ce qu'ils ont enterré, et à ce qui reste sous l'eau jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement là où le chapitre final commence. La conclusion à laquelle j'arrive ne ressemble pas à une conclusion. Elle ressemble à une ouverture vers quelque chose que nous ne sommes pas encore équipés pour mesurer. Des opérateurs de ROV travaillant pour des compagnies de pose de câbles sous-marins dans la mer du Nord entre 2010 et 2018 ont déposé 3 rapports d'incidents auprès de la commission OSPAR, l'organisme international chargé de la protection du patrimoine maritime. Ces rapports sont référencés dans des correspondances internes de la commission. Leur numéro d'enregistrement existe dans le système. Les documents eux-mêmes sont absents de la base de données publique. Les opérateurs qui les ont déposés ne travaillent plus dans ce domaine. Ce que ces rapports décrivaient, selon les témoignages privés que j'ai pu recueillir, c'était des formations en pierre taillée, à des profondeurs et dans des configurations incompatibles avec toute occupation humaine documentée. Pas des blocs épars, des couloirs, des chambres avec des linteaux intacts, des sols en dalles géométriques, des structures scellées, et c'est le mot que les opérateurs utilisaient systématiquement dans leurs témoignages, scellées, pas effondrées, pas dégradées par l'érosion, fermées délibérément avec des pierres ajustées couvrant les ouvertures depuis l'intérieur. Des chambres scellées. Sous 20 à 50 mètres d'eau, avec des linteaux intacts, proportionnés selon les intervalles géométriques que j'ai documentés tout au long de cette investigation. Orientée vers les maximati d'eau, construite en maçonnerie polygonale sèche identique à la technique des murs côtiers que la marée révèle encore sur le plateau du Sussex et les côtes des Scilly. Ce qui se trouve dans ces chambres, nous ne le savons pas. Ce que je sais, c'est qu'elles ont été scellées avant l'inondation. Pas colmatées par les sédiments, pas obturées par l'effondrement, fermées par des gens qui savaient ce qui allait se passer, qui ont choisi de préserver ces espaces plutôt que de les abandonner, qui ont enfermé quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir détruit. Ce n'était pas une civilisation qui a subi le déluge, c'était une civilisation qui l'a anticipé, qui a scellé ses systèmes les plus essentiels dans des chambres conçues pour résister à des millénaires de pression hydraulique. Pas des ruines, une bibliothèque, un réseau d'énergie, un système qui attendait que quelqu'un arrive avec les bons outils et les bonnes questions. La Manche est l'étendue d'eau la plus surveillée, la plus cartographiée, la plus explorée du monde. Si un réseau de ce type existe sous ces 40 km d'eau, que faut-il penser de l'Atlantique, de la Baltique, des deltas fluviaux de l'Europe entière, dont les couches sédimentaires n'ont jamais été sondées avec les bonnes questions en tête? Le déluge n'était pas la fin. Le déluge était la couverture. Et la couverture tient depuis 500 ans. Non pas parce que les preuves sont absentes, parce qu'on nous a appris à ne pas chercher. Ne cherchez pas la permission d'une institution pour remettre cela en question. Les institutions sont la question.